Personne ne s'étonna du mariage de maître Simon Lebrumand avec mademoiselle Jeanne Cordier. Maître Lebrumand venait d'acheter l'étude de notaire de maître Papillon. Il fallait, bien entendu, de l'argent pour la payer. Et mademoiselle Jeanne Cordier avait 300 000 francs liquides en billets de banque et en titres au porteur. Maître Lebrumand était un beau garçon qui avait du chic. Un chic notaire, un chic province, mais enfin, du chic. Ce qui était rare à Boutigny-le-Rebourg. Mademoiselle Cordier avait de la grâce et de la fraîcheur. De la grâce un peu gauche et de la fraîcheur un peu fagotée, mais c'était en somme une belle fille désirable et fêtable. La cérémonie des épousailles mit tout Boutigny sans dessus-dessous. On admira fort les mariés, qui rentrèrent cacher leur bonheur au domicile conjugal, ayant résolu de faire tout simplement un petit voyage à Paris après quelques jours de tête-à-tête. Il fut charmant ce tête-à-tête. Maître Lebrumand ayant su apporter dans ses premiers rapports avec sa femme une adresse, une délicatesse et un à-propos remarquables. Il avait pris pour devise « Tout vient à point à qui sait attendre ». Il sut être en même temps patient et énergique. Le succès fut rapide et complet. Au bout de 4 jours, madame Lebrumand adorait son mari. Elle ne pouvait plus se passer de lui. Il fallait qu'elle lût tout le jour près d'elle pour le caresser, l'embrasser, lui tripoter les mains, la barbe, le nez, etc. Elle s'asseyait sur ses genoux, et, le prenant par les oreilles, elle disait « Ouvre la bouche et ferme les yeux ». Il ouvrait la bouche avec confiance, fermait les yeux à moitié, et il recevait un long baiser bien tendre, bien long, qui lui faisait passer de grands frissons dans le dos. Et à son tour, il n'avait pas assez de caresses, pas assez de lèvres, pas assez de mains, pas assez de toute sa personne pour fêter sa femme du matin au soir et du soir au matin. Une fois la première semaine écoulée, il dit à sa jeune compagne « Si tu veux, nous partirons pour Paris mardi prochain. Nous ferons comme les amoureux qui ne sont pas mariés. Nous irons dans les restaurants, au théâtre, dans les cafés-concerts, partout, partout. » Elle sautait de joie. « oh oui, allons-y le plus tôt possible. » Il reprit. « Et puis, comme il ne faut rien oublier, préviens ton père de tenir ta dot toute prête, je l'emporterai avec nous, et je payerai par la même occasion maître Papillon. » Elle prononça. « Je le lui dirai demain matin. » Et il la saisit dans ses bras pour recommencer leur petit jeu de tendresse qu'elle aimait tant depuis 8 jours. Le mardi suivant, le beau-père et la belle-mère accompagnèrent à la gare leur fille et leur gendre qui partaient pour la capitale. Le beau-père disait « Je vous jure que c'est imprudent d'emporter tant d'argent dans votre portefeuille. » Et le jeune notaire souriait. « Ne vous inquiétez de rien, beau papa, j'ai l'habitude de ces choses-là. Vous comprenez que, dans ma profession, il m'arrive quelquefois d'avoir près d'1 million sur moi. De cette façon, au moins, nous évitons un tas de formalités et de retards. Ne vous inquiétez de rien. » L'employé criait « Les voyageurs pour Paris, en voiture !» Ils se précipitèrent dans un wagon où se trouvaient 2 vieilles dames. Lebrumand murmura à l'oreille de sa femme « C'est ennuyeux, je ne pourrai pas fumer. » Elle répondit tout bas « Moi aussi ça m'ennuie bien, mais ce n'est pas à cause de ton cigare. » Le train siffla et partit. Le trajet dura 1 heure, pendant laquelle ils ne dirent pas grand-chose, car les 2 vieilles dames ne dormaient point. Dès qu'ils furent dans la cour de la gare Saint-Lazare, maître Lebrumand dit à sa femme « Si tu veux, ma chérie, nous allons d'abord déjeuner au boulevard, puis nous reviendrons tranquillement chercher notre malle pour la porter à l'hôtel. » Elle y consentit tout de suite. « Oh oui, allons déjeuner au restaurant. Est-ce loin ?» Il reprit. « Oui, un peu loin, mais nous allons prendre l'omnibus. » Elle s'étonna. « Pourquoi ne prenons-nous pas un fiacre ?» Il se mit à la gronder en souriant. « C'est comme ça que tu es économe, un fiacre pour 5 minutes de route, 6 sous par minute. Tu ne te priverais de rien. » « C'est vrai, » dit-elle un peu confuse. Un gros omnibus passait au trot des 3 chevaux. Lebrumand cria « Conducteur, hé, conducteur !» La lourde voiture s'arrêta, et le jeune notaire, poussant sa femme, lui dit très vite « Monte dans l'intérieur, moi je grimpe dessus pour fumer au moins une cigarette avant mon déjeuner. » Elle n'eut pas le temps de répondre. Le conducteur, qui l'avait saisie par le bras pour l'aider à escalader le marchepied, la précipita dans sa voiture, et elle tomba effarée sur une banquette, regardant avec stupeur par la vitre de derrière les pieds de son mari qui grimpait sur l'impériale. Et elle demeura immobile entre un gros monsieur qui sentait la pipe et une vieille femme qui sentait le chien.
tous les autres voyageurs, alignés et muets, un garçon épicier, une ouvrière, un sergent d'infanterie, un monsieur à lunettes d'or, coiffé d'un chapeau de soie aux bords énormes relevés comme des gouttières, deux dames à l'air important et grincheux, qui semblaient dire par leur attitude « Nous sommes ici, mais nous valons mieux que ça », deux bonnes sœurs, une fille en cheveux et un croque-mort, avaient l'air d'une collection de caricatures d'un musée de grotesques, d'une série de charges de la face humaine, semblables à des rangées de pantins comiques qu'on abat dans les foires avec des balles. Les cahots de la voiture ballottaient un peu leur tête, les secouaient, faisaient trembloter la peau flasque des joues, et, la trépidation des roues les abrutissant, ils semblaient idiots et endormis. La jeune femme demeurait inerte. « Pourquoi n'est-il pas venu avec moi ?» se disait-elle. Une tristesse vague l'oppressait. Il aurait bien pu vraiment se priver de cette cigarette. Les bonnes sœurs firent signe d'arrêter, puis elles sortirent l'une devant l'autre, répandant une odeur fade de vieille jupe. On repartit, puis on s'arrêta de nouveau, et une cuisinière monta, rouge, essoufflée. Elle s'assit et posa sur ses genoux son panier aux provisions. Une forte senteur d'eau de vaisselle se répandit dans l'omnibus. « C'est plus loin que je n'aurais cru », pensait Jeanne. Le croque-mort s'en alla et fut remplacé par un cocher qui fleurait l'écurie. La fille en cheveux eut pour successeur un commissionnaire dont les pieds exhalaient le parfum de ses courses. La notéresse se sentait mal à l'aise, écœurée, prête à pleurer sans savoir pourquoi. D'autres personnes descendirent, d'autres montèrent. L'omnibus allait toujours par les interminables rues, s'arrêtait aux stations, se remettait en route. « Comme c'est loin, » se disait Jeanne, « pourvu qu'il n'ait pas eu une distraction, qu'il ne se soit pas endormi. Il s'est bien fatigué depuis quelques jours. » Peu à peu, tous les voyageurs s'en allaient. Elle resta seule, toute seule. Le conducteur cria « Vaugirard !» Comme elle ne bougeait point, il répéta « Vaugirard !» Elle le regarda, comprenant que ce mot s'adressait à elle, puisqu'elle n'avait plus de voisin. L'homme dit pour la troisième fois « Vaugirard !» Alors elle demanda « Où sommes-nous » Il répondit d'un ton bourru « Nous sommes à Vaugirard, parbleu ! Voilà 20 fois que je le crie !» « Est-ce loin du boulevard ?» dit-elle. « Quel boulevard ?»« Mais le boulevard des Italiens !»« Il y a beau temps qu'il est passé. »« Ah ! Voulez-vous bien prévenir mon mari ?»« Votre mari ? Où ça ?»« Mais sur l'Impériale. »« Sur l'Impériale ? Là longtemps qu'il n'y a plus personne. » Elle eut un geste de terreur. « Comment ça ? Ce n'est pas possible. Il est monté avec moi. Regardez bien, il doit y être. » Le conducteur devenait grossier. « Allons, la petite, assez causé. Un homme de perdu, 10 de retrouvé. Décanillé. C'est fini. Vous en trouverez un autre dans la rue. » Des larmes lui montaient aux yeux. Elle insista. « Mais, monsieur, vous vous trompez. Je vous assure que vous vous trompez. Il avait un gros portefeuille sous le bras. » L'employé se mit à rire. « Un gros portefeuille ? Ah oui, il est descendu à la Madeleine. C'est égal, il vous a bien lâché. La voiture s'était arrêtée. Elle en sortit et regarda, malgré elle, d'un mouvement instinctif de l'œil sur le toit de l'omnibus. Il était totalement désert. Alors elle se mit à pleurer, et tout haut, sans songer qu'on l'écoutait et qu'on la regardait, elle prononça « Qu'est-ce que je vais devenir ?» L'inspecteur du bureau s'approcha. « Qu'y a-t-il » Le conducteur répondit d'un ton goguenard. « C'est une dame que son époux a lâchée en route. » L'autre reprit. « Bon, ce n'est rien. Occupez-vous de votre service. » Et il tourna les talons. Alors elle se mit à marcher devant elle, trop effarée pour comprendre elle-même ce qui lui arrivait. Où allait-elle aller ? Qu'allait-elle faire ? Que lui était-il arrivé à lui ? D'où venait une pareille erreur, un pareil oubli, une pareille méprise, une si incroyable distraction ? Elle avait 2 francs dans sa poche. À qui s'adresser ? Et tout d'un coup, le souvenir lui vint de son cousin Barral, sous-chef de bureau à la marine. Elle possédait juste de quoi payer la course en fiacre, elle se fit conduire chez lui, et elle le rencontra comme il partait pour son ministère. Il portait, ainsi que le Brumant, un gros portefeuille sous le bras. Elle s'élança de sa voiture. « Henri !» cria-t-elle. Il s'arrêta stupéfait. « Jeanne ? Ici ? Toute seule ? Que faites-vous ? D'où venez-vous » Elle balbutia, les yeux pleins de larmes.
Mon mari s'est perdu tout à l'heure. Perdu? Où ça? Sur un omnibus. Sur un omnibus? Oh. Et elle lui conta en pleurant son aventure. Il l'écoutait, réfléchissant. Il demanda. Ce matin, il avait la tête bien calme? Oui. Bon. Avait-il beaucoup d'argent sur lui? Oui, il portait ma dot. Votre dot? Tout entière? Tout entière, pour payer son étude tantôt. Eh bien, ma chère cousine, votre mari, alors qu'il est, doit filer sur la Belgique. Elle ne comprenait pas encore. Elle bégayait. Mon mari, vous dites? Je dis qu'il a raflé votre capital. Et voilà tout. Elle restait debout, suffoquée, murmurant. Alors c'est un misérable. Puis, défaillant d'émotion, elle tomba sur le gilet de son cousin en sanglotant. Comme on s'arrêtait pour les regarder, il la poussa tout doucement sous l'entrée de sa maison, et, la soutenant par la taille, il lui fit monter l'escalier, et, comme sa bonne interdite ouvrait la porte, il commanda. Sophie, courez au restaurant chercher un déjeuner pour 2 personnes. Je n'irai pas au ministère aujourd'hui.